Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Data Watch est un podcast pour suivre l'actualité de la data engineering. Et plus spécifiquement, on décortique normalement avec Axel, qui était en congé pour le mois d'août et avec qui je vais reprendre la semaine prochaine. On décortique des articles récents autour de sujets de data engineering. Je suis Bertrand Fabre et je suis data ingénieur freelance et j'ai commencé dans la data en 2011. Et dans cet épisode de podcast, on va parler de la preview de l'algorithme Scan sur BigQuery dans le cadre des recherches vectorielles. On va aussi parler des nouveautés de Databricks Workflows qui ont été annoncées lors du Data AI Summit 2024. On va aussi parler d'un article qui présente InstantDB, qui en l'occurrence est une base de données utilisée dans Notion ou Figma. On va aussi parler de table de fait et de table de dimension. Et on finira par parler d'une migration d'Apache Spark vers Ray chez Amazon. Donc pour commencer, on va parler de l'article sur la preview de l'algorithme Scan sur BigQuery dans le cadre des vector search, donc c'est les recherches vectorielles. L'article a été rédigé par Francis Lannes et a été publié le 21 août 2024. Francis, donc il parle de la preview d'un nouvel index qui s'appelle TreeAH, qui est utilisé dans le cadre du vector search de BigQuery. Donc déjà, pour expliquer ce que c'est la recherche vectorielle, donc le vector search, c'est un moyen d'identifier des concepts. On peut parler de texte, pour simplifier, du texte qui est similaire entre eux. Mais ça peut être sur des images ou d'autres types de données. Et donc, plus concrètement, par exemple, si on fait une recherche sur le mot chat, il va pas retourner le texte exact chat, mais il va retourner des résultats plutôt comme félin ou quelque chose qui s'y approche. Et donc le terme de vecteur ressort parce que pour arriver à ce type de fonctionnement, les données initiales sont converties en vecteurs numériques. Et le mot chat que l'on recherche est lui-même converti en un vecteur et l'algorithme va calculer une similitude, ou plus exactement, il va calculer une distance entre les deux vecteurs. Et donc, plus la distance est petite, plus proches sont les concepts. Et donc, c'est fortement utilisé dans les Large Language Models et les RAG. Il faut aussi parler des index, donc je vous parlais du nouvel index TreeAH. Les index, dans le cadre des vector search, ça permet d'améliorer l'efficacité de ces recherches-là, de ces recherches vectorielles. Et initialement, l'index qui est utilisé sur le vector search de BigQuery, c'est IVF. Je sais plus ce que ça veut dire, j'avais noté, mais je m'en souviens plus. Donc c'est lui qui est utilisé actuellement, mais donc le nouvel index TreeAH que présente Francis semble permettre, selon les dires de l'auteur, une génération des index 10 fois plus rapide et surtout moins coûteuse comparé à l'index IVF. Et en plus, TreeAH compresse davantage les vecteurs et donc ça optimise le calcul des distances. Le deuxième article, donc, c'est sur les nouveautés de Databricks Workflows qui ont été annoncées lors du Data AI Summit 2024. Et c'est un article qui a été rédigé par Roland Faustlin, j'espère que ça se prononce comme ça, et qui a été publié le 22 août 2024. Pour rappel, Databricks Workflows, c'est le moteur d'orchestration unifié de Databricks et qui est adapté à des pipelines de données, à l'analytique et à l'intelligence artificielle. Et donc l'auteur rappelle que c'est lors de ce summit-là, Data AI, que Databricks a présenté plusieurs nouveautés pour son orchestrateur unifié. Et donc Roland les expose. Donc moi j'en ai regroupé. J'en ai surtout sélectionné quelques-unes pour pas juste refaire l'article de Roland.
Donc le premier que j'ai pu noter, c'est qu'il va y avoir donc sur Databricks Workflows, le déclencheur basé sur les données. Derrière, c'est que le déclenchement des tâches, lorsque de nouvelles données sont disponibles, heu, pardon, ce que je veux dire, c'est que la tâche, se déclenchera, lorsque les nouvelles données seront disponibles, afin d'éviter de lancer des workflows à plusieurs reprises, et surtout lorsque ce n'est pas nécessaire. Il y a aussi la nouveauté qui est Databricks Assistant, donc c'est de l'intelligence artificielle et c'est une aide possible pour générer des syntaxes cron qui peuvent être complexes. Moi j'utilise un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle, crontab.guru, principalement pour m'aider pour faire les crons. Et l'assistant aussi, il aide à débugger l'orchestration. Ça, apparemment, c'est encore en preview. Une des nouveautés aussi, c'est la gestion à l'échelle. C'est-à-dire que Databricks Workflows peut supporter maintenant jusqu'à 1000 tâches par workflow. Ça laisse clairement pas mal de possibilités. Et possibilité de faire des filtres aussi par job et par tag. Comme nouveauté, il y a aussi l'optimisation des coûts et performances, ce qui revient assez souvent dans la plupart des nouveautés sur le cloud. Il y a la disponibilité d'une vue chronologique pour les workflows, afin d'en suivre justement les performances et les coûts dans des tableaux de bord. Donc ça, c'est vraiment intégré à l'outil. Il y a aussi l'amélioration de l'intégration SQL. Là, j'ai trouvé ça très intéressant comme nouveauté. Moi, peut-être que ça m'impacte un peu plus, mais j'ai trouvé que cette nouveauté sortait des autres. Là, c'est la possibilité d'utiliser les résultats d'une requête SQL dans les tâches suivantes, en plus de gérer plusieurs requêtes dans une seule tâche. Donc ça veut dire qu'initialement, on pouvait surtout utiliser une requête par tâche, et apparemment, c'était assez difficile de réutiliser le résultat. Là, déjà, on peut, par tâche, utiliser plusieurs requêtes SQL, et en plus, dans les tâches suivantes, pouvoir réutiliser le résultat de ces requêtes SQL-là. Donc vraiment très intéressant pour faire de l'orchestration. Il y a aussi, j'ai noté le calcul serverless. Donc là, il n'y aura plus besoin de se soucier de la gestion des clusters sous Workflows. Et pareil pour Notebooks ou Data Live Tables. Et à la fin de l'article, il y a aussi les perspectives 2024. Clairement, amélioration de la gestion des workflows, amélioration de la gestion du serverless, et aussi la disponibilité de Lakeflow, dont j'ai pu parler avec Axel, qui est mon binôme du podcast, dans l'épisode 5, que je vous invite à écouter. On va parler d'un autre article qui présente InstantDB, utilisé dans Notion et Figma, qui a été écrit par Anthony et publié le 23 août 2024. Anthony, dans son article, nous explique qu'InstantDB est une base de données côté client, et donc du côté utilisateur. Et ça, c'est déjà une grosse différence avec les bases de données classiques, qui sont plutôt côté serveur. Cette énorme différence fait que InstantDB est plus natif pour les applications collaboratives qui sont en temps réel. Anthony donne justement les exemples de Notion et Figma, qui sont des applications qui exploitent ces fonctionnalités de InstantDB. Le SDK de InstantDB est disponible en JavaScript, en React et en React Native. Là, je vais vous exposer quelques fonctionnalités qui sont permises avec InstantDB. Il y a les mises à jour éphémères. Donc ce type de mise à jour, c'est utilisé lorsque, par exemple, vous voyez le curseur d'une autre personne sur le même document que vous êtes. De la même manière, lorsque vous voyez que quelqu'un est en ligne ou que vous voyez la modification d'un document en temps réel, derrière, il y a l'InstantDB. Il y a aussi la fonctionnalité hors ligne, c'est-à-dire qu'il est possible de commencer son travail hors ligne, et lorsque la connexion sera à nouveau disponible, il y aura une synchronisation avec la base de données, mais là, côté serveur. Il y a aussi les mises à jour optimistes. Je ne connaissais pas ce type de mise à jour. C'est une pratique qui part du principe qu'il faut d'abord mettre à jour l'interface utilisateur selon les données saisies, avant d'être sûr de la validité de celle-ci. C'est-à-dire que, on va dire, si vous connaissez Notion, donc vous pouvez aller sur Notion, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez créer des bases de données dans Notion, et au moment où vous faites la base de données, vous insérez une ligne, peut-être qu'il y a une automatisation qui va se déclencher. Donc vous allez la voir,
Mais cette automatisation-là va pas être directement interprétée côté serveur. Ça veut dire que vous pouvez travailler hors ligne et si jamais, au moment où la connexion va revenir, il va y avoir une synchronisation. Si jamais il y a un problème, dans ce cas-là, votre interface va faire un rollback. Et justement, c'est une des fonctionnalités que j'ai notées pour après, c'est qu'au moment de la synchronisation du côté serveur, s'il y a un état incorrect de la donnée, justement, il y a un rollback du côté utilisateur. Je vais vous parler aussi de l'article de Lindsay Lohan, publié le 26 août 2024, qui parle de table de fait et table de dimension. L'INSEE parle de ces deux principes qui sont vraiment essentiels en gestion des données dans un data warehouse. Parce que ces tables, enfin ce type de tables sont vraiment utilisées souvent en entreprise. Donc d'abord, on va parler des tables de fait. Pour rappel, ces tables, ce type de table stocke les informations datées. C'est-à-dire que les données que l'on peut y trouver sont liées à une date et sont liées aussi à des tables de dimension, dont on va parler juste après. Et les tables de fait peuvent avoir des données qui sont transactionnelles, par exemple les ventes d'une entreprise. Il peut y avoir des photos de ces données-là, par exemple comme un arrêt des stocks en fin de journée, de manière quotidienne. C'est-à-dire qu'on va avoir un empilement de photos. En fin de journée, on a le stock pour tous les produits d'un certain magasin, pour tel jour, on les met dans la base de données. Le lendemain, pareil, en fin de journée, on le mettra, etc. Et il peut y avoir des mises à jour cumulatives, par exemple pour suivre les états de traitement d'une commande. Ensuite, l'INSEE parle des tables de dimension. Les données qui sont contenues dans ce type de table permettent de décrire d'autres données présentes dans des tables de fait. Et pareil que pour les tables de fait, l'INSEE indique qu'il y a plusieurs types. Par exemple, il y a les types conformes. Ce type de table, ça peut être, par exemple, pour une table produit, ça décrit les produits. Et ils peuvent être utilisés dans plusieurs tables de fait. Il y a aussi le role-playing. Alors ça, je l'ai vraiment noté, mais j'ai pas vraiment saisi la spécificité. Donc, si vous le souhaitez, pour creuser de votre côté, vous pouvez aller lire l'article ou sinon me contacter par message privé sur LinkedIn, si jamais vous avez un peu plus de détails, à ce niveau-là. Et en troisième type de table de dimension, il y a les slowly changing dimension, dont on entend un petit peu plus parler. Pour reprendre par exemple le concept de produit, s'il y a un changement d'état du produit dans le temps, on va le dater, ces changements. Par exemple, de telle date à telle date, le produit avait un certain libellé, mais depuis une certaine date, le libellé est différent. Ce qui nous permet comme ça de naviguer en fait dans les différents états du produit. En tout cas, dans ce cas-là, les différents libellés. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs schémas, enfin il y a plusieurs types d'architecture de données qui utilisent les tables de fait et les tables de dimension. Il y a le classique schéma en étoile. Donc là, le principe, c'est qu'il y a une table de fait qui est centrale et autour de laquelle gravitent des tables de dimension. Ce qui veut aussi dire que les tables de dimension sont dénormalisées et contiennent donc les informations redondantes qui pourraient elles-mêmes faire l'objet d'autres tables de dimension. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Et justement, pour faire suite à ça, il y a aussi le schéma flocon de neige ou snowflake. Et ce schéma répond au problème de dénormalisation des tables de dimension. Et ce schéma apporte la normalisation. C'est-à-dire qu'on va créer davantage de tables de dimension pour décrire les données et donc éviter la redondance des données. Et le dernier article, qui est un article de 3 auteurs, donc Patrick Ames, Jules Damji et Zezang, qui explique la migration d'Apache Spark vers Ray chez Amazon. Et l'article a été publié le 25 juillet 2024. Donc les auteurs commencent par évoquer les besoins d'Amazon d'arrêter sa dépendance à Oracle. Ils mettaient dans un contexte, c'était en année, je crois que c'était en 2016, j'ai pas noté, mais en tout cas c'était vers cette époque qu'Amazon a eu ce besoin-là. À ce moment-là, il y avait 50 pétaoctets qui devaient être migrés vers Amazon S3, avec une utilisation dans les outils comme Redshift ou Apache Hive. Mais les outils répondaient pas du tout aux besoins d'Amazon, et donc Amazon a décidé d'utiliser Apache Spark pour répondre à ces besoins. Et maintenant, avec le passage à une volumétrie
se comptant plutôt en hexaoctets plutôt qu'en pétaoctets à l'époque, Apache Spark a commencé à engendrer des coûts élevés et des performances qui étaient insuffisantes pour traiter toute la volumétrie. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a une équipe qui a décidé de faire un POC avec Ray. Ray, c'est un framework d'intelligence artificielle qui permet de faire des traitements. Et apparemment, selon les auteurs, l'efficacité s'est améliorée de 91% et la capacité de traitement était supérieure à 13 fois Apache Spark. Donc sans entrer dans le détail, Ray, dans ce cas d'utilisation chez Amazon, a été plus flexible et a permis vraiment des optimisations spécifiques dans les traitements d'Amazon. Et depuis que ça a été mis en place, il y a eu 1,5 hexaoctets de données qui ont été traitées par Ray. Et apparemment, ils estiment les économies à plus de 120 millions de dollars en coût d'instance EC2 sur Amazon. Ils ont juste noté que, donc c'est un bémol, que le taux de réussite des tâches de Ray sont inférieurs de 0,76% à celui d'Apache Spark. Juste pour remettre les chiffres, que j'ai pas noté non plus, je crois qu'Apache Spark, le taux de réussite des tâches, c'était 90, enfin 91,90%, et là c'était 91,20%, quelque chose comme ça. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à noter sur les différentes plateformes, selon là où vous l'écoutez. Donc il est disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Si jamais vous souhaitez avoir plus de détails sur les articles, vous souhaitez échanger, tout simplement, pensez à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée.